défi herculéen du nouveau président du Conseil national de la communication, Joseph Tchebonken Kalaboubse, installé ce mardi par le Premier ministre chef du gouvernement. En tête de ce journal, ses engagements, les attentes des acteurs du secteur et le regard de la rédaction. Les défis des examens 2021, le succès espéré au bout de l'année pour les GCE, les CEP et les First School Living Certificate, des examens en cours depuis ce mardi. Nous ferons le point à travers les régions. Et puis les défis des Jeux Olympiques de Tokyo 2020, porter haut l'étendard du Cameroun, le vert ou jaune, confié ce mardi à Emilienne Joseph Essambé. D'autres résolutions des travaux du Comité national olympique et sportif du Cameroun, ce sera en page des sports de ce journal. Voilà pour les titres, développement après ce message. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. Assainir la presse camerounaise, assurer l'avènement de médias libres et responsables, des travaux d'Hercule, les deux piliers du cahier de charges prescrits par le Premier ministre chef du gouvernement Joseph Dione Ngouté au nouveau président du Conseil national de la communication. Notre ancien collègue Joseph Tchebonken Kalaboubse était installé ce mardi à l'auditorium des services du Premier ministre. Les principaux acteurs du secteur de la communication prenaient part à cette cérémonie, notamment les ministres de la communication, des postes et télécommunications, les directeurs généraux de la CRTV, de la SOPECAM et de l'Agence de régulation des télécoms. Le reportage à l'immeuble Étoile, Laurentine Bokono. La communication était à la une ce mardi à l'immeuble Étoile. En posture des régulateurs en chef, Joseph Tchebonken Kalaboubse, promu président du Conseil national de la communication au terme d'un décret présidentiel en date du 4 juin 2021. Je remercie Dieu qui m'a donné l'opportunité de servir le pays encore et le chef de l'État qui a pris l'acte pour me placer là où je suis. Le Premier ministre a dit beaucoup de choses. On doit travailler pour assainir la presse au Cameroun. C'est dans cette ambiance de solennité que le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dione Ngouté, a fait l'éloge de l'émancipation de la presse au Cameroun. Une diversité des organes et des acteurs qui nécessite une régulation appropriée. Message bien reçu. Les journalistes doivent être le watchdog de la société, pas celui qui pollue la société. Les règles sont là, on va les appliquer fermement s'il le faut. Et on va éduquer parce que la presse doit être ce qu'ils doivent être dans une société respectable comme la nôtre. Le nouveau président du CNC, Joseph Tchebonken Kalaboubse, présente le profil de l'emploi. Journaliste principal, ancien éditorialiste à la CRTV, ancien président de la Cameroon Baptist Convention, il remplace à ce poste une autre icône du métier de journaliste, Peter Essoka, à qui le Premier ministre chef du gouvernement a exprimé sa gratitude pour les bons et loyaux services rendus. Le nouveau président du CNC et ses collaborateurs n'auront guère d'état de grâce. À peine installés, ils sont déjà attendus sur le terrain, notamment par les professionnels des médias eux-mêmes. Tous espèrent voir le Conseil national de la communication prendre enfin plus de légitimité et plus de liberté pour sanctionner sans état d'âme quand la situation l'impose. Voici une compilation de ces attentes. C'est un reportage de Oswald Modou. S'il est un champ dans lequel le Conseil national de la communication et son président sont attendus, c'est bien celui de la crédibilité.
Les personnes les plus intelligentes, les plus efficaces ne feront rien, ne vont pas crédibiliser le Conseil national de la communication tant que ce dernier n'a pas un pouvoir de police. Et vous savez que les décisions du CNC n'ont jamais fait l'unanimité parce que très souvent on retrouve le président même de cette instance en train d'être esté au tribunal par les revendications d'un directeur de publication. Je pense qu'il doit changer la méthode, comment suivre les actions des journalistes au Cameroun. Je pense que la nouvelle équipe peut commencer par là, visiter les bureaux pour voir comment les journalistes travaillent, dans quelles conditions les journalistes travaillent. Dans la coopération, ils espèrent tous un conseil entièrement autonome et qui saura manier la carotte et le bâton, sans complaisance. Le Conseil national de la communication devra donc aussi revoir ses rapports avec les médias qu'il doit réguler. C'est un bureau qui doit travailler dehors, pas dans les bureaux. Parce que tu travailles avec les journalistes, tu ne dois pas rester dans ton bureau juste pour attendre les plaintes, pour sanctionner. La nouvelle équipe aussi doit faire un code, comme une publication pour distribuer aux médias au Cameroun. Pour dire voilà. Si tu fais comme ça, voilà ce qui t'attend. L'efficacité du CNC passe bien par là, mais pas que. Et que les décisions souveraines, n'est-ce pas, qui sont initiées par le Conseil, que les autorités administratives, que la police, que la justice fassent appliquer, fassent respecter. Ça n'a jamais été le cas. Et tous les professionnels voient en cette nouvelle page qui s'ouvre l'opportunité pour le Conseil national de la communication d'asseoir toute sa légitimité. Bonsoir Éric Benjamin Lamère. Bonsoir Adèle. Bienvenue sur ce plateau du 20h30. On entend légitimité, crédibilité absolue pour le Conseil national de la communication. Dans un contexte comme le nôtre, le CNC doit bien saisir ce taureau par les cornes, mais comment ? Absolument. Il faut déjà dire que le CNC n'est pas une exception camerounaise en termes de régulation de l'espace médiatique et communicationnel. C'est un organe indispensable dans un secteur poreux, ouvert, où la liberté confine très souvent au libertinage, avec ce que cela peut causer comme dégâts dans la cohésion sociale. Il est donc important qu'un organe comme celui-là existe et qu'il ne se contente pas d'exister, mais qu'il travaille à assainir et encadrer un secteur assez volatile. C'est une préoccupation qui était déjà celle des acteurs du secteur. On se souvient que l'UJC, l'instance fêtière qui est en... L'Union des journalistes du Cameroun. L'Union des journalistes qui est en somnolence en ce moment, avait déjà pris la résolution de mettre sur pied un organe d'autorégulation par les pairs, le Conseil camerounais des médias, mais qui a malheureusement fait long feu. L'État, à la suite de cette expérience malheureuse, a estimé qu'il n'était pas bon de laisser un secteur comme ça totalement dérégulé, a donc créé le CNC. Et à partir du CNC version Joe Chebonken Kalabupse, de rendre cet organe-là plus crédible, plus efficace, plus perspicace et plus pugnace qu'il ne l'a été jusqu'à présent. Alors, quelques astuces, quelques recettes pour nos collègues qui prennent donc les rênes à la suite d'autres, certainement également chevronnés comme Peter Essoka. Que devra faire d'urgence le Conseil national de la communication pour asseoir cette légitimité? Quelques pistes. L'urgence, c'est la crédibilité du Conseil qui a été écornée par un certain nombre de décisions malheureusement non appliquées et qui a entaché sa réputation. C'était des décisions parfois qui ne s'adossaient pas sur des principes juridiques établis, ce qui a fait en sorte que leur application s'est heurtée à un certain nombre d'obstacles. Il faudrait à l'équipe de Joe Chebonken d'asseoir une plus grande proximité avec les milieux professionnels. Ce sont des professionnels chevronnés. On ne pourra pas leur faire le procès de ne pas connaître cet environnement. Mais Serge Ngando Tonnerre, dont le nom résonne absolument, Serge Ngando et les autres. Mais ils n'ont pas une formation de régulateurs. Il faudrait qu'ils s'approprient les bonnes pratiques en matière de régulation de l'espace médiatique et ils peuvent le faire. Il y a des exemples par le monde qui marche plutôt bien. Il faut également que le CNC fasse preuve de plus de justice et d'équité en se débarrassant autant que faire se peut de ce qui est apparu comme étant du 2 poids 2 mesures. Cela passe par une chose très simple, la mise sur pied d'une grille de fautes et d'une grille de sanctions pour pas que pour la même faute qu'on ait des sanctions différentes et qui peut donner à interprétation et entacher la crédibilité de cet organe important. Mais on peut dire que la grille existe, la loi est claire.
les textes de 90 sur la communication sociale et toute la batterie de ceux qui suivent. C'est très intéressant d'évoquer le texte de 90, mais qui, malheureusement, ces textes-là sont obsolètes aujourd'hui. Il faut les dépoussiérer. Ces textes-là ne prennent pas en compte, par exemple, la presse en ligne, qui est un véritable souci aujourd'hui. Une innovation. Il faut revoir les textes de 90. Il faut dépoussiérer les résolutions issues des États généraux de la communication d'il y a presque 10 ans aujourd'hui, qui instituaient, par exemple, un fonds pour les médias, qui instituaient une définition plus précise du statut de journaliste. Qui est journaliste au Cameroun? Il faudra bien crever l'abcès un jour. Ce travail-là, il n'appartient pas forcément au CNC, mais le CNC peut faire un lobbying pour que tout ce cadre juridique-là qui encadre y compris la carte de presse, y compris la carte de presse, que ces textes-là soient dépoussiérés, actualisés, afin que le CNC puisse avoir des outils plus pertinents lui permettant de mener de manière efficace son action. Merci Éric Benjamin Lamère, mais en chœur nous disons bon vent à Joe Tchebonken Kalaboupse et à son équipe ce soir. Absolument, bon vent à lui et à tous les autres. Merci. Nous ouvrons le dossier de ce soir à la rédaction pour évoquer la suite des examens officiels 2021 et le début ce mardi du DCE O-Level et A-Level, du CEP et du First School Living Certificate. Dans la région du Sud-Ouest, on enregistre plus de 30 000 candidats pour les GCE Advanced Level et pour les O-Level, pour ne parler que de ces deux examens. Partout, on aura noté une grande affluence, plus importante en tout cas que l'année dernière. Nous faisons le point avec Roger Samakiporo à Boya. Les épreuves écrites du GCE Ordinary and Advanced Level ont démarré normalement ce mardi au lycée bilingue de Moliko Boya, établissement qui abrite 3 centres d'examen. À la Presbyterian Comprehensive Secondary School de Boya, plus de 200 candidats répondent présents depuis ce mardi matin. Les examens ont commencé à 8 h. Tout le monde était là. Il y avait l'économie, papier 1, également la géologie, advanced level et ordinary level. Même sérénité au centre d'examen du lycée technique de Boya qui enregistre près de 1000 candidats au Technical Vocational Education Examination. Seules 9 absences ont été signalées pour cette première journée. Par ailleurs, les épreuves du First School Living Certificate connaissent la participation de plus de 19 000 candidats, tandis que l'on enregistre 420 candidats au certificat d'études primaires dans la région du Sud-Ouest. Tout se déroule normalement selon la déléguée régionale de l'éducation de base Elangwe, Rose Mboumé. Nous allons dans la région du Nord-Ouest à présent où ce sont environ 20 000 candidats qui prennent part depuis ce mardi à ces épreuves écrites des GCE Ordinary et Advanced Level, des examens qui connaissent également une plus grande participation. Nous faisons le point là-bas avec Valentin Kouadeux à Bamenda. Depuis CHS Bamenda à GBHS Downtown, passant par GBHS Bamendankoué, partout où il est passé, le délégué régional des enseignements secondaires du Nord-Ouest s'est rassuré que toutes les conditions étaient réunies, les mesures anti-Covid-19 respectées pour un déroulement des examens sans anicroche. Nous attendions 332 élèves pour le niveau de ordinary level et pour le niveau de advanced level, nous attendons 93 élèves pour economics et puis 15 pour géologie. Par ailleurs, le responsable des enseignements secondaires du Nord-Ouest a exprimé sa satisfaction pour le nombre croissant des candidats au GCE O et A-Level, qui est passé de 14 000 à plus de 20 000 pour la session 2021. Ici à Yaoundé, le centre d'examen du lycée bilingue d'application a reçu un total de 1133 candidats pour entamer ces épreuves écrites des GCE O et A-Level. Voici les dispositifs sanitaires et sécuritaires sur ce site dans ce reportage de Joaligor Abanda.
Ce mardi matin, il est 7h45 au centre d'examen du GCI, du lycée bilingue d'application de Yaoundé. C'est au pas de course que les candidats rejoignent leur salle d'examen. De nombreux candidats découvrent ici les listes et leur salle d'examen ce premier jour. Certains candidats ont même oublié leur pièce d'identité. Ils m'ont confié que les mamans sont en train de l'amener, mais on ne stresse pas l'enfant ou le candidat. On le fait entrer dans les salles de classe, on les calme, on dit compose. Dès l'entrée, les candidats sont soumis à une fouille systématique. Au niveau du portail, on a 3 membres de la police. Ils ont les détecteurs métalliques. Il y a aussi les cache-nez, surtout pour certains élèves qui n'en ont pas. On les donne les cache-nez. À 8h, retentit la sonnerie. C'est le début des épreuves d'économics pour les 785 candidats du haut level et les 305 candidats de l'advanced level. 43 candidats composent ce premier jour en géologie. Le centre d'examen du GCI du lycée bilingue d'application de Yaoundé a enregistré quelques absences ce premier jour d'examen. Les épreuves écrites du GCI s'achèvent le 10 juillet prochain. Coup d'envoi également ce mardi pour les épreuves du certificat d'études primaires, le premier grand examen de sortie de l'enseignement primaire, également pour le First School Living Certificate. Les candidats du sous-système francophone ont affronté les épreuves de dictée-question, tandis que ceux du système anglophone tablaient sur les mathématiques. Chose vue à l'école publique du centre administratif de Yaoundé avec Laurence Okalia. L'avenir du Cameroun se peaufine sur ces tables bancs. Demain, ils seront des médecins, des journalistes, des enseignants et tous ces métiers dont ils rêvent tant. Mais pour ce faire, ils doivent dompter ce premier diplôme officiel reconnu au Cameroun, le certificat d'études primaires et le First School Living Certificate. On a un effectif de 388 candidats divisé par 8 salles de classe. On a eu 8 absents, donc 4 garçons, 4 filles. Tous les surveillants sont là, les membres du secrétariat sont là, tout se passe bien. La dictée-question a permis aux élèves de faire un calcul rapide sur la température des épreuves à venir. Si elle diffère selon les candidats, la température des mesures barrières, elle, reste stable. Il y a les lavages de mains. Le goûter, c'est chaque candidat qui est venu avec son goûter. À l'entrée, vous n'avez vu personne, les vendeuses sont dehors, les enfants ne sont pas sortis. Dans les deux sous-systèmes francophones et anglophones, les épreuves de certificat d'études primaires et de First School Living Certificate tiendront sur 2 jours. Et nous ferons le point de la suite de ces examens dans nos prochaines éditions et on souhaite bon vent à tous ces candidats. La suite du journal avec les obsèques officielles de l'ancien Premier ministre Simon Achidi Achou. Ces obsèques qui auront lieu le samedi 3 juillet à Santa, c'est dans la région du Nord-Ouest, conformément au décret signé hier lundi par le président de la République. Et hier lundi, c'était également le jour de l'arrivée de la dépouille mortelle en provenance des États-Unis d'Amérique. Pour l'accueil à l'aéroport international de Yaoundé-Nsimalen, il y avait de nombreuses personnalités de la République et une forte délégation de l'élite de la région du Nord-Ouest. Notre reporter Augustin Guizana raconte ici l'ambiance de deuil à l'aéroport. Aéroport international de Yaoundé-Nsimalen. Personne n'a voulu rater l'ultime rendez-vous avec l'ancien Premier ministre. À minuit, un vol spécial de Air France se pose sur le tarmac, déchargeant les restes de Simon Achidi Achou. Après quelques minutes d'usage protocolaire, voilà le cercueil de l'homme politique porté par un détachement de l'armée nationale. En face du catapulte au salon d'honneur, Judith Sondé Achidi, l'épouse, les enfants, d'immenses personnalités au rang desquelles le grand chancelier des ordres nationaux Philbon Yang, le chargé de mission à la présidence de la République Paul Gogomomingo, des membres du gouvernement, le secrétaire général adjoint du comité central du RDPC Grégoire Ouna. L'émotion est alors vive. C'est très triste, c'est difficile de supporter, mais nous allons continuer à prier pour lui. Ça fait très mal. Un père qui nous a soutenus, qui a joué son rôle pas seulement pour l'arrondissement de Santa, mais pour tout le pays. Le temps d'une courte prière dite par le pasteur de la Presbyterian Church Bastos, le fervent chrétien qu'était Simon Achidi Achou est confié au Seigneur. Le Premier ministre Simon Achidi Achou
a beaucoup soutenu l'IAI et c'est pourquoi je suis venu pour lui témoigner ma gratitude éternelle. C'est le début d'un voyage sans retour. La dépouille de Simon Achidi Achou fera escale à Yaoundé jusqu'au 2 juillet 2021. L'ancien sénateur reposera à Santa, son village natal, le 3 juillet 2021. Et dans cette crise sociopolitique dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, ce mardi, le mouvement populaire pour le dialogue et la réconciliation donnait un point de presse pour dénoncer l'assassinat d'un imam dans le Ngoketunja, région du nord-ouest, et la décapitation d'un délégué départemental dans le Ndian, région du sud-ouest, par des séparatistes. Le président du MPDR qui demande la libération immédiate de ceux des délégués départementaux encore retenus par les séparatistes. Le professeur Chandan Tonme interpelle les missions diplomatiques, les organismes internationaux accrédités au Cameroun et les ONG pour cette situation au Cameroun. Morceau choisi de cette déclaration, c'est avec Augustin Guizana. Le MPDR, Mouvement populaire pour le dialogue et la réconciliation, interpelle convivialement celles des organisations internationales, surtout privées, qui s'inscrivent au tableau des vocations humanitaires à propos des critères impurs et trop souvent biaisés qu'elles affectionnent. En effet, les 10 critères consistent à privilégier la cause malicieuse des groupuscules criminels et drogués en oubliant le lourd préjudice subi par une nation entière. Le MPDR, Mouvement populaire pour le dialogue et la réconciliation, invite très courtoisement les missions diplomatiques et les représentations des organismes internationaux accrédités au Cameroun, ainsi que les organisations privées étrangères qui suivent l'évolution de notre pays, à se ranger dans le couloir de la vérité. Direction l'Assemblée nationale où se poursuit la réflexion autour de l'accès global des Camerounais à l'énergie électrique. Ce mardi, le réseau des parlementaires pour les énergies renouvelables proposait des pistes de solutions alternatives et dans le même temps, la commission production et échange recevait le directeur général de Eneo Cameroun pour ces mêmes préoccupations. La synthèse avec Pulchéri Até. Après la séance plénière spéciale d'hier consacrée à la problématique de l'accès à l'énergie électrique, les commissions et autres réseaux se sont appropriés le sujet. C'est le cas des membres du réseau des parlementaires pour les énergies renouvelables qui étaient ce mardi face aux responsables du ministère de l'eau et de l'énergie. Nous avons, via notre plan Marshall, travaillé pour organiser déjà une plateforme avec les régions et les collectivités décentralisées. De nombreuses solutions sont envisagées pour inverser la tendance. Nous avons en construction la petite centrale hydroélectrique de Mbakao Carrière, tout un programme dans le domaine solaire pour l'électrification des zones rurales. À ce jour, nous avons plus de 16 000 ménages qui sont déjà électrifiés. Dans la même veine, les membres de la commission production et échange sondaient la vision de l'entreprise en charge de la production et de la commercialisation de l'énergie au Cameroun. On a parlé des problèmes de vésicité des lignes de transport, à savoir les poteaux en bois qui sont aujourd'hui pourris et à remplacer. Les questions qu'on revient aux poteaux en béton. Pour dynamiser le secteur, les élus de la nation suggèrent un renforcement de l'investissement. Nous pensons que quand on hérite d'une société, il est question d'investir pour recueillir. L'entreprise plaide pour une meilleure implication des élus de la nation dans le combat contre la fraude et le paiement de la dette. À la Chambre haute du Parlement, les sénateurs, eux, étaient sensibilisés sur la nécessité de rationaliser la dépense fiscale de l'État. C'était un atelier organisé ce mardi à l'initiative du ministère des Finances. Les exposés en présence des directeurs généraux des impôts, de la douane et de l'Institut national de la statistique ont débouché sur la nécessité d'une redistribution de cette dépense fiscale au bénéfice des plus pauvres. D'autres précisions dans ce reportage de Mathieu Kemgo.
2 exposés ont meublé cet atelier, l'un sur l'état des lieux des dépenses fiscales et l'autre sur la rationalisation des dites dépenses. Les sénateurs, membres de la Commission des finances et du budget, ont retenu que les exonérations et dérogations fiscales pratiquées après les émeutes de la fin de 2008 n'ont pas atteint les objectifs fixés. Une étude lancée en 2015 montre qu'à 46%, ces mesures ont bénéficié aux ménages riches et seulement à 4,7% aux ménages pauvres. Le gouvernement, à travers le ministère des Finances, pense qu'il faut rectifier le tir pour alléger les souffrances des plus pauvres, d'où la nécessité de la rationalisation des dépenses fiscales. Nous avons évoqué l'assistance fiscale portée au plus grand nombre, aux pauvres des pauvres, et qui, parce qu'elle a couvert les produits de grande consommation, a surtout subventionné dans les faits les riches. L'État, de manière délibérée, il s'est dit que je donne des avantages à tel type d'activité, tel secteur d'activité ou à telle catégorie de personnes pour aider, n'est-ce pas, à mieux se développer lorsqu'il s'agit des entreprises et donner un coup de main, n'est-ce pas, aux pauvres. Les sénateurs se sont montrés très sensibles à l'initiative du ministère des Finances. Les mesures envisagées devraient aussi permettre de renforcer la production locale et financer les projets d'infrastructure au profit des populations. Ce mardi, le Cameroun a publié son rapport 2018 sur l'ITIE, l'initiative de transparence des industries extractives. Le pays lève ainsi une forte hypothèque, la suspension qui sévissait depuis le mois d'avril sur le Cameroun. Le pays retrouve donc la conformité face aux exigences de la norme ITIE internationale, certificat de conformité attendu maintenant dans un mois. Et c'est le soulagement général. Cyril Kingembepe. La transparence de la norme ITIE a permis d'établir qu'en 2018, le secteur extractif a produit pour l'État plus de 760 milliards de francs CFA, dont 586 milliards introduits au budget du Cameroun. Il permet donc déjà de proposer un terrain favorable pour continuer à travailler sur certaines problématiques, notamment sur la propriété réelle ou la publication des contrats. Une contribution au portefeuille de l'État pour 4% du PIB, 16,13% de revenus, 28% des exportations et 0,60% pour les emplois. Désormais, on s'attelle à préparer le prochain rapport. Nous sortons d'une période de turbulence du fait d'une suspension temporaire. Nous nous remobiliserons aussitôt après cet atelier pour que tous les instruments de décision, tous les instruments de collecte de données, que tous les acteurs soient mobilisés à bonne date. L'initiative de transparence de l'industrie extractive précise les 5 premiers produits phares du Cameroun. Le pétrole brut, plus de 24 millions de barils, le gaz naturel, l'or, puis le diamant. Et chacune de ces essences est traçable. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. Et pour combattre plus efficacement le coronavirus et espérer atteindre l'immunité collective au Cameroun, la vaccination va s'accélérer dès le 7 juillet. Les autorités camerounaises annoncent une vaste campagne du 7 au 11 et la suite également après cette période, mais le pays attend encore confirmation de la livraison du vaccin Johnson & Johnson, la vedette même de cette campagne. La commande passée pourrait être disponible au mois d'août. Nous prenons des nouvelles plus précises sur cette commande et sa livraison avec Évariste Yenga et son invité qui nous attendent au centre des opérations des urgences de santé publique ici à Yaoundé Messa. Bonsoir Évariste.
Bonsoir Adèle, c'est en fait un suivi de l'évolution de cette importante commande de 5 300 000 vaccins américains Johnson & Johnson. Cet entretien que nous accorde Simon Atangana, chef section logistique au programme élargi de vaccination. Bonsoir Simon. Bonsoir Évariste. Johnson & Johnson en direction du Cameroun, où en est-on? Disons que les commandes avaient déjà été passées. Nous sommes à l'étape de après d'arrivée des vaccins pour mettre toute la machine en branle pour réceptionner ces vaccins dans le pays. Concrètement, à quelle date à peu près on peut réceptionner? Les commandes avaient été passées, mais c'est la préalerte que nous attendons qui va nous dire la date exacte d'arrivée des vaccins. Mais nous attendons de recevoir ces vaccins d'ici mi-mois d'août. Il est prévu que Johnson & Johnson soit utilisé pendant la campagne de vaccination de masse. D'ici là, vous aurez eu le temps de dispatcher à travers les districts de santé? Nous pouvons déjà dire que nous avons le vaccin disponible dans les districts de santé, notamment le Sinopharm et AstraZeneca que nous avons reçu il y a cela 2 à 3 mois. Johnson & Johnson viendra juste compléter le stock pour la poursuite des activités de vaccination. Merci à vous, Simon Atangana. Procédure donc en cours. Cette commande importante de 5 300 000 vaccins Johnson & Johnson pour venir renforcer les 2 autres vaccins déjà existants à travers les districts de santé du Cameroun. Merci Évariste et merci à votre invité. Et dans ce secteur de la santé, ce communiqué de presse sur très hautes instructions du président de la République, son Excellence Paul Biya, le Premier ministre chef du gouvernement, Chief Dr Joseph John Ngouté, présidera demain mercredi 30 juin 2021 à 14h à l'hôtel Hilton de Yaoundé la cérémonie de lancement officiel du nouveau mécanisme de financement du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. C'est un communiqué que signe le directeur de cabinet des services du Premier ministre, Balungeli. Confiance et bonheur. De l'espoir pour les malades drépanocytaires du département de la Mofo et Afamba dans le centre. Ils recevaient ce mardi un important don du CERAC, le Cercle des Amis du Cameroun, l'association créée par la première dame camerounaise, Madame Chantal Biya. Le don est composé de médicaments, des consommables, des denrées alimentaires, des produits d'entretien et autres supports de communication. Allons voir la joie des récipiendaires en fou dans ce reportage de Dieudonné Ngba. C'est l'hôpital de Dessi-Donfou, en plein contexte du Covid-19, qui a accueilli la délégation du Cercle des Amis du Cameroun et le don destiné à la quarantaine de drépanocytaires de la Mefou et à Famba. Le don fait de médicaments, de consommables, des denrées alimentaires, des produits d'entretien et des t-shirts et la participation de Madame Chantal Biya et de son association à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose, journée célébrée le 19 juin dernier. Une manière pour la première dame camerounaise et le CERAC de donner de l'espoir à ceux-là qui se sentaient marginalisés. Le don que nous avons reçu aujourd'hui est le symbole même de la qualité et du traitement que nous devons accorder à ces enfants-là. Je remercie Madame Chantal Biya, la première dame, de nous avoir donné tous ces cadeaux, de nous avoir fait tout ceci parce qu'il n'y a jamais eu d'événement comme ça ici dans la Mofou et à Famba. Pour accompagner le don, les mots de réconfort, mais aussi les mots conseils. Madame Chantal Biya, par ma modeste voix, rappelle aux jeunes couples de faire un dépistage des risques de drépanocytose, notamment par une électrophorèse hémoglobine. Après une cérémonie dépouillée mais dense, ouverte par une prière interreligieuse, les plénipotentiaires de la première dame camerounaise ont effectué une visite du pavillon pédiatrique de l'établissement hospitalier.
La politique nationale d'octroi des subventions aux agriculteurs se précise avec la tenue ce mardi de la première session du comité de pilotage et d'orientation de ce dispositif. Les travaux étaient présidés par le ministre Gabriel Mbaye-Robé pour décider d'une phase pilote de 3 ans qui va concerner prioritairement les filières cacao-café dans le département du Mungo, région du littoral. Une enveloppe de 6 milliards et 350 millions est donc déjà disponible pour financer ces subventions agricoles pour cette année 2021, de l'argent qui ira principalement à ces secteurs-là. Jean-Pierre Congé explique ici les critères de sélection et l'impact de ces subventions. Le département du Mungo, avec près de 15 000 producteurs de café et de cacao, sera le champ expérimental du nouveau dispositif de subventionnement de la production agricole au Cameroun, qui se veut plus efficace et plus sélectif. Pour des besoins d'équité, on ne donne la subvention que pour 2 hectares en moyenne par bénéficiaire. Techniquement, les agronomes nous disent que lorsque les arbres ont plus de 30 ans, les alimentés en fertilisants n'apportent pas de valeur ajoutée de manière particulière. Et dans ces conditions, on a estimé que dans les superficies à subventionner, qu'il était idéal d'écarter toutes celles qui ont plus de 30 ans. Mais le but n'est pas de pousser les gens à abandonner les parcelles vieilles, mais plutôt à essayer de remplacer les arbres qui sont âgés par des arbres plus récents qui certainement ont des rendements meilleurs que les anciens. De l'injection de plus de 6 milliards de subventions dans ces filières sont attendus un accroissement et une nette amélioration de la production. À la fin de ce dispositif de subventionnement sur 3 ans, on aura un accroissement de la production en café de l'ordre de 3 000 tonnes et en cacao de l'ordre de 17 000 tonnes. Une fois le dispositif rodé dans le Mungo, il sera étendu aux autres bassins de production. La Société Générale du Cameroun vient d'instituer la journée dite du fonctionnaire. Ce sera chaque 25 du mois, une journée pour permettre à la banque de dédier un ensemble de services à cette catégorie spécifique de sa clientèle. Pour les explications, nous retrouvons à Douala Franck Jam. À la Société Générale de Douala comme dans les 38 autres agences que compte cet établissement bancaire au Cameroun, lors de la célébration de la journée fonctionnaire, ceux-ci sont traités comme des rois. Elle a 3 objectifs principaux. Premièrement, on souhaite vraiment que la clientèle fonctionnaire comprenne qu'elle est une clientèle particulière dans notre banque. Deuxièmement, on va améliorer l'écoute, l'accueil et la satisfaction de cette clientèle fonctionnaire. Et troisièmement, on voudrait vraiment confirmer notre engagement à accompagner la clientèle fonctionnaire dans la réalisation de leurs projets. Une fois par mois, lors de la journée fonctionnaire, cette banque apporte à ses clients particuliers des solutions responsables et innovantes. Nous avons mis à leur disposition des guichets et des caisses dédiées pour réaliser rapidement leurs opérations. Nous leur proposons des produits et services qui sont véritablement adaptés à leurs besoins. Partie importante des près de 212 000 clients de cette compagnie, les fonctionnaires bénéficient depuis peu d'un traitement préférentiel. C'est une clientèle privilégiée à Société Générale. Nous avons par exemple 2 produits principaux, le pack fonctionnaire et l'assurance fonctionnaire, qui sont véritablement des produits dédiés à nos fonctionnaires. Heureux de l'innovation, ils profitent de la main tendue. Je recommande vraiment la banque, c'est une très bonne banque parce que je suis client depuis 10 ans. Et la qualité des services est bien. Même le taux de crédit qu'on propose, c'est bien. Donc j'encourage tous les jeunes qui veulent aller dans une banque. Vraiment, la FGC, c'est la meilleure des banques. Répondant aux préoccupations spécifiques des fonctionnaires, la Société Générale du Cameroun se mobilise tout autant pour satisfaire tous ses clients. La page des sports pour parler des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 et ce sera Emmanuel Joseph Essombe Tiako, le porte-étendard de la team Cameroun à cette compétition. La lutteuse a en effet été désignée ce mardi à l'issue de la session ordinaire des travaux du bureau exécutif du Comité national olympique et sportif du Cameroun. D'autres annonces de cette session avec Évariste Yenga.
Il s'agit d'une dame, Joseph Esombe Tiako, lutteuse de moins de 59 kg, régulière à toutes les compétitions continentales et mondiales depuis 2012. Son accompagnateur est le boxeur Albert Mengue Ayissi, l'un des premiers qualifiés. Avant cette désignation, il y a eu prestation de serment des personnalités récemment nommées. Le magistrat hors hiérarchie Yap Abdou, président du conseil de discipline de la chambre de conciliation et d'arbitrage, Kumpa Issa, le vice-président du comité d'éthique et bien d'autres, tous conscients de leur nouvelle mission. Le serment est un engagement solennel qu'on fait, n'est-ce pas, afin d'assumer sa mission avec fidélité, loyauté et probité. J'apporterai toute ma contribution pour faire en sorte que les valeurs de l'olympisme triomphent partout. Ceci est en cohérence avec les attentes du Comité national olympique. Ce que nous attendons, c'est que ces personnes puissent réguler l'activité dans le sens de protéger les valeurs que je viens d'évoquer. Autre résolution, la délocalisation des Dixiades édition 2020 reportée. Les Jeux se tiendront à Garoua en 2022 et retour à Bamenda en 2024. Voilà des nouvelles sportives qui mettent un terme à ce 20h30. On retient essentiellement l'installation ce mardi du nouveau président du Conseil national de la communication, Joseph Tchibonken Kalaboubse, et son équipe sont donc déjà dans l'arène médiatique. Et puis, en perspective dès demain, on retient le lancement officiel du nouveau mécanisme de financement du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. À la manœuvre, le Premier ministre chef du gouvernement, ce sera au Yaoundé Hilton Hotel à partir de 14h demain donc. La fin du 20h30, un journal préparé avec la collaboration de Christelle Fouda, Augusta Ngononga et Christelle Beina. Vous aurez d'autres informations présentées par Sadou Mamoudou et Elvis Teke sur cette antenne à minuit. Retrouvez pour l'immédiat Séverin Alégambélé et le magazine Entre les lignes. Très belle soirée sur toutes nos antennes et à demain, 20h30. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société.